Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes dimanche 19 février 2023. Nous serons ensemble jusqu'à... Il est déjà 8 heures et nous serons ensemble jusqu'à 9h30. Et Amel arrive déjà parmi nous. Bonjour Amel. Bonjour Nour. Comment ça va? Ça se passe bien? Oui, ça va, tranquille. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alors Amel, aujourd'hui, comme chaque dimanche, notre amie Aïda sera parmi nous. Donc la psychologue, vous faites psychologue maison? Oh, elle est magnifique. N'est-ce pas? Elle est magnifique. Psychologue oui. maison, oui. Elle est toujours... Elle est superbe. Elle répond à toutes nos questions. Hein. Ah oui. Elle fait son travail en plein direct. À l'extérieur et à l'intérieur. Devant et derrière la caméra. Exactement. Alors aujourd'hui, Aïda a choisi pour nous un sujet d'actualité, d'autant plus que nos frères et nos amis donc en Turquie et en Syrie ont vécu dernièrement donc, oui. les catastrophes naturelles donc, liées au tremblement de terre. C'est vrai que ce sont des tremblements de terre qui se sont passés au niveau de la Turquie et de la Syrie, mais l'impact a été quand même un impact mondial vu les grosses catastrophes. Oui, un grand traumatisme. Un grand traumatisme, effectivement. Et d'ailleurs, on se pose tous la question à travers le monde par rapport à ces catastrophes naturelles, parce que nul n'est à l'abri, hein, finalement. Hein, oui. Nul n'est à l'abri, et c'est vrai que ça donne des questions à poser, ça crée quelques peurs, quelques craintes, et parfois des angoisses. Hein. Oui, et justement, comment prendre en charge sur le plan psychologique toutes ces angoisses et toutes ces peurs? Et bien justement, c'est Aïda qui répondra à nos questions. Et comme chaque dimanche aussi, Jawdet Goussouma sera parmi nous ce matin. Très bien, avec voilà, ses livres. Alors avec ses livres, effectivement, et cette fois-ci, il va parler d'une très très belle initiative. Ça va être donc une création donc d'un prix pour les jeunes écrivains autour de l'œuvre de Malek Haddad. Donc Malek Haddad, un grand écrivain, un grand poète de l'époque contemporaine, qui a quand même marqué la littérature algérienne, l'un des piliers de la littérature contemporaine algérienne. Aussi, Mariam. Saïd. N'est-ce pas? Rendez-vous des dimanches comme à l'accoutumée. Elle nous fera découvrir. Alors là, je ne sais pas. Hein, moi vraiment, aussi. Ça va être une découverte pour cette matinée en compagnie de Mariam. Ça peut être que bien. Hein, ça peut être que bien. Ça peut tout être ce qui est bien. Plantes, tout ce qui est plantes, tout ce qui est verdure, ça passe. Ça procure, ça procure quand même du bien-être. Exactement. N'est-ce pas? Sortir comme ça, même si on n'a pas forcément un jardin. Hein, du tout. Juste un petit balcon. Exactement. Juste voir la verdure, c'est tout. Juste voir la verdure. Ça fait du bien. Et surtout prendre son café le matin. Toi, tu n'es pas café. Non, je ne suis pas café. Toi, c'est plutôt le thé. Oui, oui. Allez, même pour Mina le thé. et toi, oui, mais pas moi. Oui. Même pour le thé, hein, ça oui. le fait. Hein. On y va alors? Pour le thé? Oui. Pour le thé, oui. Allez-y. Oui. Avant le café, je prenais beaucoup de thé. Hein. Ah bon? Oui, le café, c'est une histoire tout à fait récente. Hein. Ok. Mais c'est bien ancré par contre. Hein. Ça y est, vraiment, c'est bon. Le café, il s'impose très vite. C'est bientôt le ramadan. Hein. C'est bientôt le ramadan, oui. Mais ça va, ça va. Il faut se préparer. Hein. Non, normalement, je pourrais faire une cure. Je pourrais faire un petit équilibre normalement. On verra avec Mina si elle pourra. Ah, Mina, non. Mina, c'est une catastrophe, Mina. Surtout les 3 premiers jours. Oh là là là. Ça promet, hein. Ça promet. Et justement, aujourd'hui aussi, nous allons rendre hommage à l'une des grandes personnalités donc, qui ont marqué aussi l'histoire de l'Algérie. Il s'agit de Hadi El-Djeb, qui nous a quittés dernièrement, lui qui a rejoint donc l'armée de libération nationale à l'âge de 14 ans, donc très très jeune. Puis il a prêté sa voix. Il était membre donc de la troupe artistique donc du FLN pour faire entendre la voix de l'Algérie, pour faire entendre la voix donc de tout ce que faisaient tous les Algériens à l'époque pour libérer le pays à travers les quatre coins du pays. Il nous a quittés, ce sera un hommage qu'on va lui rendre ce matin. Et encore une fois, donc parlant de nos voisins, de nos amis, de nos frères au niveau de la Syrie, au niveau de la Turquie, il faut dire que l'Algérie a aussi fait une grosse preuve de solidarité, n'est-ce pas, Amel? En envoyant, oui, la protection civile. La protection civile, effectivement, on a vu d'ailleurs de très très belles images. Hein. Très belles images. N'est-ce pas? Surtout finalement quand on arrive à sauver des personnes et on les trouve comme ça vivantes, c'est une émotion assez particulière. Oui, exactement. On l'a vu à travers le jeune de la protection civile qui a carrément, il s'est effondré en larmes carrément en sauvant un petit garçon. Il n'y a pas que lui, hein, il n'y a pas que lui. Mais ce sont des miracles finalement que nous avons vus à travers c'est dur, hein, il y a eu des miracles. Il y a des images très très dures à voir. Hein. Voilà, effectivement. Très, très et justement, parmi toutes ces actions de solidarité que l'Algérie donc a fait preuve en ces catastrophes naturelles, le Croissant Rouge aussi n'est pas en reste, lui aussi. Donc il a fait tout un programme donc d'aide à nos amis, particulièrement en Syrie. Nous en parlerons ce matin. Voilà un peu pour le programme de cette matinée. Mais sinon, tu nous donneras un peu tes nouvelles du ciel pour aujourd'hui, voir un peu ce qu'on va faire durant la journée. Oh, il fera beau de toute façon. Il fera beau. Ouais. Elle est déçue, complètement déçue. Ouais, bon. Allez, ce sera juste après ça.
La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et finalement, Amel n'est pas du tout motivée à annoncer le beau temps aujourd'hui. Venir pour annoncer le beau temps, non, c'est pas bien ça. Non, sérieux. Non, mais Bon, c'est vrai que ça aurait été beaucoup mieux. Hein. Les s'il y avait un peu pluies, de la pluie comme neige. ça, oh. Hein. C'est vrai que c'est. Franchement, on a En plus, vécu c'est la des saison. moments magnifiques. Hein. Voilà. Mais au moins, on les a vus. Au moins. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on avait la boule au ventre. On a eu peur quand même. À un moment On donné, a eu début peur. janvier, on avait toujours des températures plutôt printanières. Ouh. Mais après, on a été servi. Des fois même estivales. Hein. Estival, On oui. a frôlé les 30 degrés par endroit, Effectivement, hein. Franchement. même en plein mois de janvier. Exact. Mais aujourd'hui après- aussi par l'ouest. Hein. Ah, Il va faire chaud à l'ouest. il va faire chaud. Ah oui. Mais c'est vrai qu'à une période, quand même, on a été bien servi. Hein, Oui, pluie, neige, il alhamdoulilah, faisait un petit peu frais. alhamdoulilah. Mais toujours est-il, c'est insuffisant. C'est insuffisant. C'est insuffisant. Oui, oui. Voilà. Mais bon, on Mais espère. on espère encore. Hein. On espère L'hiver, encore. Pourquoi l'hiver, pas. c'est encore pour quelques mois. Enfin, hiver. Enfin, jusqu'au 21 mars. hein. Jusqu'au 21 mars. C'est hein. bientôt mars. hein. Bientôt, oui. Bientôt. C'est la fin février hein, maintenant. Voilà, mais hein. sinon, il va faire beau aujourd'hui. Oui, Ça malheureusement. est plus la peine de faire la météo Et, aujourd'hui. allez, alors. je pars alors. Je pars. Plus la peine. Non, allez, reste encore un peu. Reste encore un peu. Reste encore un peu. Allez, vas-y, Allons-y, c'est à toi. alors. Merci Vas-y, Nour. c'est à toi. Eh bien, bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, on aura de la brume matinale sur les régions côtières et proches côtières et dans les vallées du centre et l'est. Puis le ciel sera dégagé tout au long de la journée, partiellement voilé sur les régions de l'ouest avec un temps relativement chaud. La moitié sud connaîtra des passages nuageux sur le sud-ouest, plus exactement Tindouf et le Bécharoua. Et ces nuages peuvent donner quelques pluies par endroits, partiellement voilés vers l'extrême sud, le Sahara central, mais ailleurs, le soleil sera bel et bien présent. Vers le Nord Sahara, les oasis, le Sahara oriental, le Égard et le Tassili, avec toutefois des sommets de sable du côté de Tindouf, le Sahara central, le Sahara oriental et l'extrême sud. Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va faire très chaud, mais plus sur les régions de l'ouest. Avec toutefois un maximum de 26 degrés du côté de Tlemcen, 23 Oran, 20 degrés vers Tiaret, 21 Alger, Tizi Ouzou, 22 Sétif, 21 Betna, 17 degrés à Annaba également à Albir de Djelfa, au sud 14 degrés seulement du côté de Tindouf, 19 Béchar, 20 degrés à Gardaya, 21 Biskra, 23 Janet, 25 à Tamanrasset, 29 Insalah, 28 à Adrar et enfin 31 degrés le maximum du côté de Borj Bedjimkhtar. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt calme sur les côtes centre et est et peu agitée sur les côtes ouest avec des vents qui varient entre 10 et 20 km/h. Sur les côtes centre et est, les vents seront variables sur le centre et de secteur nord-est sur les côtes est et 30 à 40 km/h sur les côtes ouest et les vents seront de secteur est à nord-est. On va faire un petit voyage du côté de l'Europe où on aura quelques flocons de neige qui intéresseront la ville de Moscou, Vienne, des pluies à Berlin et des pluies à Vienne, partiellement voilé à Londres ainsi qu'à Istanbul, Lisbonne et Madrid, mais le temps restera plutôt couvert du côté de Paris. Le mercure affichera un minimum de moins 4 degrés à Moscou, 7 à Berlin, 4 à Kiev, 13 degrés à Vienne, également Paris-Londres, 16 à Rome et enfin le maximum 21 degrés, Lisbonne et Madrid. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, donc on retient des températures un peu en hausse. Hein, cette Surtout à fois-ci. l'ouest, oui. Surtout à l'ouest, effectivement. Exactement. Même ici à Alger, hein, c'était 21, oui, on le l'a week-end, ressenti hier, c'était quand même, 18-19 et là on monte à 21. Ça remonte un peu, oui. Voilà, ça remonte un peu. Exactement. Voilà. Bon. Mais bon. En attendant des jours plutôt pluvieux. Inch'Allah. Inch'Allah. J'espère. Inch'Allah, pourquoi pas. Pourquoi Inch'Allah. pas, tout est possible. hein. Exactement, Tout est exactement. possible, si Dieu Restons le veut. positifs. Hein. Bah oui, restons Restons positifs. On n'a C'est- pas intérêt à l'être. On n'a pas intérêt à ne pas À être ne pas positif. l'être. On va voir Aïda dans un petit moment. On n'a pas Oui. intérêt. En tout cas, merci beaucoup, Amel. C'est moi qui On se retrouve remercie. tout à l'heure après le journal Avec télévisé du plaisir. midi, après celui de 19h pour un peu plus de Exactement. détails. Allez, à Inch'Allah. tout à l'heure, Amel. Et cette fois-ci, pause musicale comme à l'accoutumée. Et ce sera en compagnie, cette fois-ci, de Abdallah Al-Kurd qui va nous interpréter Fidlam Lili. Et on se retrouve juste après.
Une belle chanson, on fait de la mêlée et cette fois-ci, on reçoit notre amie Aïda Mcheli. Bonjour Aïda. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Quel plaisir. Bah, partager. Tu peux combien de temps qu'on ne s'est pas vu sur un plateau? Depuis le Covid, mine de rien. Voilà. Depuis le ça Covid. passe tellement Tu te vite. rappelles le Covid, le vrai faux C'est incroyable. questions-réponses, C'est les activités ateliers. pour enfants. Oui. On était là à creuser, à construire, à chercher, faire nos recherches, comment vraiment offrir, répondre Oui. à des questions, simplifier, banaliser. Non, Voilà. c'est extraordinaire. Et surtout rassurer, parce que c'est vrai que c'était une époque quand même. Absolument. Alhamdoulilah, on en parle au passé aujourd'hui. Hein. Absolument. N'est-ce pas? Une grande leçon aussi. Une grande leçon surtout. Un apprentissage. On a beaucoup appris à accompagner, à ouvrir un peu des portes sur nos pratiques et puis à s'adapter avec ce qui peut venir dans la créativité, dans l'échange. Non, c'est extraordinaire. Effectivement, là justement, tu me tends la perche, Aïda, par rapport à la thématique d'aujourd'hui. C'est vraiment s'adapter avec ce qui vient. Absolument. Parce que la nature, finalement, elle est ce qu'elle est. Elle n'est pas toujours statique, elle n'est pas toujours stable. Elle nous fait des surprises, C'est ça, oui. parfois bonnes, parfois mauvaises, Oui. n'est-ce pas? Donc le Covid, c'est vrai que ça a été un épisode assez douloureux, mais on a beaucoup appris. Les catastrophes naturelles aussi. Absolument, N'est-ce pas? absolument. Les absolument. catastrophes naturelles. De plus en plus, aussi, hein, de d'ailleurs, plus en déjà. plus. Surtout que c'est médiatisé, on a ces images qui reviennent à fur et à mesure. Effectivement. On a appris aussi à connaître les noms, les types des catastrophes, comment vraiment accompagner. Et ça, ce n'est pas uniquement à notre niveau comme ça, adulte. Même nos enfants, Oui. ils ont compris. Il y a des images qui glissent, il y a des infos qui glissent. Ils sont là à partager avec nous une détresse, des victimes, un accompagnement, de belles images aussi de réussite et d'aide et de soins. Oui. Et ça, je crois que dans l'échange global, il y a deux choses. D'abord, on est en train d'apprendre, mais de deux, il y a une reviviscence de tout ce qu'on avait nous-mêmes vécu pendant ne serait-ce que l'expérience de Boumerdès avec, en 2003. 2003. Là où on a rencontré quand même des familles qui étaient secouées dans les profondeurs avec une reviviscence de symptômes de la même manière. Un déni, c'est comme si qu'ils refusaient de voir les images, ou une anxiété, une peur, ou des questionnements. Ils étaient en train de poster Peut-être sur tout à fait les... le contraire. Vraiment informer, être toujours au courant. Absolument. Absolument. Ils ont donné. Moi, je crois que si j'opte un peu pour cette manière de don et d'aide, moi, je dirais qu'on a construit une bonne école. Aujourd'hui, on est fiers de ces professionnels du terrain qui ont appris, qui ont su porter le flambeau algérien, qui sont dans une approche, moi je dirais une école qui a trouvé un peu ses repères, la protection civile, le Croissant-Rouge. Ça, c'est des professionnels qui ont appris de nos catastrophes, de ce qu'on avait vécu pendant des décennies, quelque chose qui a soutenu ces professionnels pour qu'ils puissent vraiment porter le flambeau, se lancer dans l'aide et le soin, avec émotion, avec cœur. C'est des pairs, c'est des professionnels. On l'a vu, hein, on a eu des images quand même très émouvantes à travers les réseaux sociaux, n'est-ce pas? C'était vraiment très très fort. Mais aussi à quel point, si on rend hommage à ce public, combien que je dirais c'est important de faire attention à ces personnes qui donnent d'eux-mêmes. Oui. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de reconnaissance, ils ont besoin aussi de soins. Le soin pas dans le corps, mais le soin dans l'âme. Dans l'âme, oui. C'est des blessures. Nous, si on va simplifier un tout petit peu, il me semble que les blessures, ça se guérisse. Tout ce qu'on peut retrouver comme ça, blessures sur le corps, sur la peau, c'est quelque chose qu'on peut guérir avec des médicaments. Mais il y a les séquelles dans l'âme de l'intérieur qu'il faut vraiment guérir. Et c'est pour ça que Voilà, justement, Aïda, c'est vraiment, ce sont ces séquelles psychologiques. Comme tu le dis si bien, sur le plan médical, alhamdoulilah, la science aujourd'hui a fait ses preuves. Absolument. Et les professionnels sont expérimentés avec toutes les expériences, avec toutes les catastrophes naturelles que nous-mêmes nous avons vécues auparavant, que d'autres pays ont vécu également. Mais c'est vrai qu'à l'instant T, j'ai envie de dire la priorité, c'est vraiment de sauver des vies. La priorité, c'est d'apporter une aide d'abord physique. Absolument. Vraiment de pouvoir donner la chance, une seconde vie à ces personnes-là. Absolument. Mais c'est vraiment l'intention de l'instant T. Mais il y a tout ce qui vient par la suite. Oui. Toutes ces blessures psychologiques, tout ce traumatisme finalement. Et là, et tout l'important, j'ai envie de dire, il est là. Parce qu'après, c'est soit on va accepter les choses et continuer une vie normale, soit ça va se répercuter
se répercuter sur notre vie. Répercuter. Là, justement, quelles sont les choses qu'on doit faire? Comment doit-on prendre et encadrer ces personnes-là? Voilà, c'est extraordinaire. Si on parle de ces personnes, c'est important de pouvoir vraiment dire que ça diffère d'une personne à l'autre, que c'est vraiment très complexe de pouvoir vraiment lire. Il y en a ceux qui vont retrouver leurs ressources, dont ils vont puiser leur force d'eux-mêmes, de leur bagage. Il y a quelque chose dans la joie, dans l'échange, dans la réconciliation avec tout ce qui peut les entourer, ils vont retrouver une force. C'est pour ça qu'on va dire qu'ils peuvent vivre les moments de choc, mais ils ont la force de rebondir rapidement et d'aider. On va dire qu'ils auront la force de se ressourcer à travers un écrit, un livre, un tableau, une chanson, une révolte, une action, des paroles, une verbalisation. Il y a quelque chose comme ça, on dira une élaboration qui va leur permettre de dégager tout ça et puis de rebondir un peu. Il y en a d'autres qui ne vont pas manifester justement cette détresse. C'est quelque chose là où ils feront tout pour effacer, brouiller. Et c'est là où il faut intervenir, j'imagine. Tout à fait, c'est indigne, mais il faut savoir aussi écouter. Ne pas les bousculer comme ça dans la force parce qu'ils ne sont pas encore prêts pour pouvoir vraiment dire les choses, accompagner et probablement aussi, surtout chez les enfants. Les adultes, ils savent mettre les limites et puis classer un tout petit peu et puis manifester la demande d'aide. Mais chez les enfants, c'est un peu différent, c'est des comportements, c'est un changement de comportement. On peut le lire, on peut comprendre, mais des fois, ça devient très énigmatique. On ne sait pas pourquoi il a changé d'habitude, que ce soit dans des habitudes alimentaires ou dans le sommeil, le rythme, dans sa scolarité. Il y a quelque chose comme ça qui change, là où l'enfant, il n'est pas dans le direct. Il faut faire ça, ne pas faire ça. Il s'agit de ça. Il y a une adaptation et puis il faut vraiment trouver les mots, le cadre pour pouvoir le soutenir et lui parler. Mais aussi, il y en a ceux qui vont prendre du temps pour réagir. On va dire, on a vécu quelque chose là maintenant, mais voilà, ça viendra après, dans des moments de déclic, avec une situation qui va les réveiller un tout petit peu, tout ce qu'ils ont vécu, supporté, fait abstraction. C'est comme si que, voilà, on va dire... le seuil de quelque chose, on a la force de supporter, de voilà, surmonter les épreuves, de faire abstraction, on répond pas, on ne dit rien, on fait face à tous ces obstacles, mais après il y a un moment là où la personne ne trouvera aucun repère pour qu'elle puisse se soutenir et puis se ressourcer. Et à partir de là, c'est une demande qui va venir bien après. Aujourd'hui, si on doit lire tout ça, c'est de pouvoir écouter justement la différence, pas dans la parole. Il faut écouter dans le comportement et dans le vécu. Il y en a ceux qui vont fermer toutes les portes de parole, là, ils vont refuser même tout échange. Voilà, il faut s'inscrire dans tout ce qui est festive, chanson, belle vie, tout va bien, tout est normal. Mais finalement, s'inscrire dans tout ce qui est chanson, dans tout ce qui est belle vie, vous, les psychologues, vous arrivez quand même à lire entre les lignes. Absolument. N'est-ce pas? Absolument. Parce que c'est aussi une forme d'expression. Absolument. Même si c'est dans la joie, même si c'est dans la bonne humeur, mais on arrive quand même à détecter quelque chose qui ne va pas et on peut intervenir. Absolument. Les ados nous permettent de voir dans les passages à l'acte. Il y a quelque chose comme ça. Les ados, ils ne réfléchissent pas trop, ils prennent le risque de faire. Et puis ils sont là à s'inscrire dans des mouvements, dans des situations, ils s'exposent un peu à ce volet de danger et ils nous invitent à voir leur détresse de l'intérieur. Si on voit un tout petit peu les choses d'une manière linéaire, on peut passer à côté d'une larme, d'un moment de tristesse, d'une angoisse, d'une anxiété, d'une déprime, probablement d'une dépression aussi. Les gens qui vont refuser catégoriquement toute relation, refuser de se nettoyer, de parler, de trouver les mots, voilà, dans l'échange. Il y a comme ça des profils qui nous invitent vraiment à retrouver soit un cadre plus adapté pour qu'on puisse les rassurer, les écouter, être là attentif. Parce que souvent, aider, ce n'est pas vraiment trouver
trouver les phrases et les tirades de phrases pour se tenir. Rapidement, on est dans l'échange. Il faut pas, c'est comme ça. On peut dire que ça peut être utile aussi. Mais il faut d'abord savoir être présent, avoir l'écoute, être là juste pour soutenir la personne, lui permettre de comprendre qu'elle n'est pas seule, qu'elle peut dire beaucoup de choses, mais aussi agir quand il s'agit de demandes très claires. Il y en a ceux qui ont besoin probablement d'un médicament ou d'un soin médicamenteux pour qu'ils puissent vraiment surmonter. Il ne faut pas hésiter à se tenir, à accompagner, à aider ces demandes d'aide. Parce que souvent, comment partir, chez qui, il y a beaucoup de facteurs comme ça qui font que la personne hésite avant vraiment de se lancer dans ce circuit, dans ce processus. Je crois que c'est important de pouvoir vraiment aider ces personnes à retrouver le réseau d'aide. Oui. Alors, et ça, justement, on le trouve trouver le réseau d'aide, Aïda, par rapport à trouver justement le réseau d'aide, aller vers les personnes qui nous écoutent, parce que parfois, c'est vrai qu'on a juste besoin de parler, on a juste besoin de personnes qui nous écoutent. Absolument. Alors, parce que là, on parle de catastrophe naturelle, là, on parle d'une situation très particulière. Tout à fait. Donc, c'est vraiment une souffrance, une peur terrible que la personne vit à ce moment-là. Oui. Donc là, une fois que la personne, elle est sauvée, une fois que la personne, elle revoit, j'ai envie de dire, le soleil, finalement, est-ce que le réseau doit impérativement être constitué de professionnels ou c'est vraiment l'affaire de tous? C'est le voisin, c'est l'ami, c'est le psychologue, c'est... Moi, je dirais, par expérience, dans tout ce qu'on avait vu, on avait compris de nos manières, les jeunes, comment les familles réagissent. Il y avait formel, il y avait l'informel. L'informel, il y avait cette présence de jeunes, d'aide et de dons qui s'inscrivaient dans le... Ça se fait naturellement. Et ça, c'est la richesse humaine qu'on a. C'est un peu le cadre de notre société. Il y a quelque chose comme ça qui me laisse, qui m'oblige, qui me donne dans la transmission de donner et de participer, cette force d'aller vers l'autre et puis d'essayer d'aider. On raconte un peu comment les jeunes, les familles, ce qu'ils ont donné. Il y a vraiment de belles images. Mais aussi, attention, on parle de quelque chose. Moi, je place un peu une parenthèse. Souvent, les enfants, les ados, je reviens toujours à ces enfants et les ados parce que c'est un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué, voilà, plus sensible. Que les gens, ils font attention à l'autre pour ne pas lui montrer que, voilà, ils vont très mal. Pour ne pas secouer les parents, ils peuvent avaler beaucoup de choses pour ne pas les déranger, pour ne pas avoir ces conséquences après. Ils vont se focaliser sur lui, c'est pour ne pas avoir ce regard qui est très... on peut retrouver aussi des parents qui vont vraiment donner le maximum d'eux-mêmes, mais voilà, ça peut vraiment se retourner. Ça peut donner des réactions plutôt négatives. Ça étouffe, c'est une présence voilà, qui sont dans le doute, ils sont dans une peur, qui font que, à force de donner, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais aussi, il y a quelque chose aussi qu'on le souligne, on a tous quelque chose de nous-mêmes qui fait qu'on veut rester comme tout le monde, pour ne pas dire normal, parce qu'il n'y a pas le parfait, il n'y a pas le normal. Exactement. Et puis afficher qu'il y a quelque chose qui ne va pas risque d'être éjecté, que ce soit dans le cadre professionnel ou dans la société. Donc beaucoup de personnes vont éviter vraiment d'afficher qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'ont plus ce goût, ce plaisir, qu'ils ont vraiment très peur, qui sont très fragiles, vulnérables de l'intérieur. Ils vont faire semblant de pouvoir dire que je suis normal, je résiste, je peux faire tout comme avant, il n'y a rien qui a changé. Je crois aussi qu'il faut écouter ces personnes, ne pas les déstabiliser dans leur force ou dans leur faiblesse, que ça soit qu'ils le font pour eux-mêmes ou pour nous. Je crois qu'aujourd'hui, ces symptômes s'installent pour qu'ils puissent nous inviter à voir quelque chose de très près comme ça dans l'aide. Mais aussi, on a appris maintenant les institutions et dans la santé mentale des individus aussi, la santé physique, jouent le jeu. Il y a des cellules de crise qui s'installent rapidement. Effectivement, très rapidement, c'est vrai. Si vous vous rappelez un peu dans les incendies des wilayas, que ce soit Taraf ou en 2019. 2019 et 2020 aussi. Voilà, Bijaya, Tizi. Il y avait quelque chose comme ça qui a mobilisé ces professionnels derrière les blouses blanches qui ont pris un peu les caravanes d'aide et de soins
et qui sont là pour écouter, comprendre, accompagner à travers le dessin, le jeu, à travers une écoute, à travers... Il y a quelque chose qui se mobilise maintenant automatiquement avec tout, je dirais, événement traumatique. Mais aussi... Voilà, donc surtout faire confiance à tous ces encadrants qui viennent donc encadrer un petit peu le... Si je rajoute juste une dernière phrase, je dirais il y a des troubles peut-être qui peuvent être dans le remâchage des événements, c'est des personnes qui veulent vraiment parler tout le temps, c'est des traumatismes de l'intérieur qu'il faut vraiment écouter. Le symptôme peut être dans le corps, une somatisation, ça peut être aussi dans l'évitement, ça peut être aussi dans la consommation, qui vont virer vers la consommation d'alcool ou de drogue, ou juste pour effacer ces moments. Ça, il ne faut pas qu'on reste indifférent face à ces personnes. Surtout. Il faut vraiment les accompagner différemment et puis avec des professionnels. Et avec des professionnels, surtout faire confiance aux professionnels. Aïda, c'est un plaisir. Merci. Merci beaucoup, encore une fois, d'être revenu sur ce sujet, d'autant plus que c'est un sujet d'actualité aujourd'hui. En tout cas, à travers ce sujet d'aujourd'hui, je tenais à rendre hommage à une très très bonne amie à moi qui, pour nous tous d'ailleurs, est tout simplement un symbole de courage. Il s'agit de Imad Belmouloud, c'est notre collègue d'ailleurs, mais on était ensemble à la fac à l'époque, et lorsqu'il y a eu donc le séisme de 2023. Et ça n'a pas été facile pour elle, mais c'est vraiment une icône de courage. Je tenais à lui faire un grand coucou aujourd'hui. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci. À toi, Aïda. On se retrouve très prochainement. Inch'Allah, pourquoi avec pas. plaisir. Inch'Allah. Merci beaucoup. Allez, on continue cette fois-ci. Ça va être une balade qu'on vous propose à travers ces images et on se retrouve juste après. Et voilà, de retour sur le plateau, cette fois-ci, on continue de parler donc de la catastrophe naturelle, à savoir le séisme qui a frappé donc la Syrie et la Turquie. Il faut dire, comme on l'a dit ce matin, comme vous l'avez vu aussi à travers les médias, l'Algérie n'a ménagé aucun effort justement pour venir en aide à nos amis, à nos frères les Syriens et les Turcs. Et cette fois-ci, nous allons parler donc de la solidarité et des actions du Croissant Rouge pour venir en aide donc
à la Syrie et le chef de mission. Donc, ils viennent de rentrer de Syrie. On en parle ce matin en compagnie de M. Rachid Boutalbi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors, vous êtes justement le chef de mission donc, de l'équipe du Croissant Rouge qui s'est rendu en Syrie, n'est-ce pas? Alors, parlez-nous un petit peu du déroulement de la mission. Oui, donc pour le Croissant Rouge, une fois que notre président de la République a décidé de porter aide et assistance pour le peuple syrien, et une cellule de veille ou de crise est installée au niveau du siège national du Croissant Rouge algérien, sous la présidence de Mme Hamlaoui Ibtissam, présidente du Croissant Rouge national. Et à partir de là, l'équipe logistique s'est dirigée vers le dépôt de Sidi Rachid pour préparer les dents. Et nous, on a préparé l'équipe des secouristes qui vont intervenir sur place. Comme vous le savez, notre intervention se base sur trois volets. Tout d'abord, la recherche, le sauvetage et les secours. La recherche, c'est-à-dire? La recherche des corps et d'éventuels survivants. Et donc, c'était notre mission en Syrie. On s'est préparé. D'ailleurs, je salue l'engagement des bénévoles, l'engagement des secouristes. Au bout de 4 heures, on a vu notre équipe prête à partir. Un temps record, hein? Un temps record, oui. Oui. Et encore une fois, je salue l'engagement de nos secouristes. Voilà, nous avons de très très belles images d'ailleurs de sauvetage. On vous voit un peu, on voit l'équipe donc du Croissant Rouge sur place. Alors une fois sur place, donc une fois en Syrie, comment s'est fait le travail de coordination avec les personnes qui étaient sur place? Parce que là aussi, il faut dire quand il y a une catastrophe, c'est tout le monde qui est en panique. Hein. Donc arriver à coordonner, à organiser tout cela, généralement, c'est un peu difficile. Comment ça s'est passé? Tout d'abord, notre intervention s'est faite à partir de l'aéroport. D'accord. À partir de l'aéroport, ces gens-là, même qui sont tristes, même qui ils sentaient une douleur, mais à notre arrivée, on voyait une joie sur leur visage. En quelque sorte, c'est un soutien psychologique. Psychologiquement, ils étaient à l'aise. Voilà, nos Algériens sont là. C'est une expérience qu'on connaît, nous l'avons vécue en 2023. Exactement. Donc on arrive quand même à comprendre et à se mettre à la place des autres. Hein. Exactement. Et la majorité de nos bénévoles, de nos secouristes, ils ont participé au en 2003, pardon, c'était pas 2023. 2003. Donc, à partir de là, le Croissant Rouge algérien, on a été accueillis par le Croissant Rouge syrien. D'accord. Du moment qu'ils n'ont pas d'expérience, ils nous ont demandé d'être avec eux et de travailler en étroite collaboration avec le Croissant Rouge syrien. D'ailleurs, ils nous ont hébergés dans leur siège. D'accord. Comme qui manquait d'expérience, ils nous ont accueillis, je peux dire qu'ils nous ont adoptés. Et ils nous ont adoptés et ils nous ont fait un accueil chaleureux. Et à partir de là, on était à 26. On s'est partagé. 26, l'équipe algérienne. 26, l'équipe algérienne. Bon, je parle de l'équipe du Croissant Rouge. L'équipe du Croissant Rouge, oui. Donc, encore une fois, on avait 2 médecins avec nous. D'accord. Et chose de bien, et peut-être c'est pour la première fois dans l'histoire du Croissant Rouge algérien, on avait 2 femmes avec nous. D'accord. On avait 2 secouristes femmes avec l'équipe des Algériens. Donc tout ça, on voit que le Croissant Rouge algérien a fait un pas géant dans les interventions. Et ça, nous, en Algérie, on a vécu les inondations, on a vécu les tremblements de terre, on a vécu les incendies. Donc on a acquis une certaine expérience. Et cette expérience-là, on l'a développée sur le terrain. Sinon, en Syrie, on avait 2 sites, 2 villes différentes, le Croissant Rouge algérien, le Croissant Rouge syrien et la protection civile algérienne ont travaillé en étroite collaboration. Voilà, c'est notre... Et justement, alors vous avez dit qu'il y a eu 3 volets, il y a eu le sauvetage, le secourisme, et le 3e volet c'était le sauvetage, le secourisme et... Les recherches. Et les recherches. Alors, les recherches, comment ça s'est passé? On commence par les recherches. On commence par les recherches. C'est des débris, il faut dégager les débris, il faut on a utilisé même, ils ont du matériel. Oui. Bon, le matériel... On ne se prépare pas pour ce genre de catastrophe naturelle. Ils n'étaient pas préparés parce que c'est la première fois.
Oui. C'est la première fois. Donc on a travaillé avec les moyens de bord qu'on a. Donc après la recherche, c'était malheureusement on n'a pas pu sauver beaucoup de gens. Vous avez pu quand même sauver Oui, quelques deux personnes. personnes. Et on a retiré. C'est une émotion très particulière hein, Oui, à ce moment-là. Oui. C'est sauver une vie quand même. C'est sauver une vie. Donc tout le monde était content, tout le monde était en joie, tout le monde. Voilà, c'est ça. Et malheureusement, on a pu retirer 34 corps. Oui. 34 corps. Tout ça toujours en collaboration avec la protection civile. Et sur place, on a fait des soins, des petits soins pour les blessés. Et vous étiez équipé pour faire les soins, pour voilà. Oui. Franchement, cette fois-ci aussi, le Carroisson rouge algérien, c'est bien préparé. C'est bien préparé. Tout d'abord, au Carroisson rouge algérien, on a pensé à la sécurité de nos bénévoles. Oui. Et alhamdoulilah, je dirais bien alhamdoulilah, on est rentré en Algérie sans aucune blessure. Alhamdoulilah. Sans aucune blessure. Oui. Autre chose, après la recherche, c'est le sauvetage. Et après le sauvetage, c'est le secours. Vous savez que le Carroisson rouge algérien s'est déplacé en Syrie avec 115 tonnes la première fois. On s'est déplacé avec 115 tonnes de vivres et de dents. De dents d'une manière générale. D'une manière générale, des tentes, des couvertures, des draps, voilà. et les bébés, les couches bébés, et des denrées alimentaires. C'est des produits de première nécessité. Et voilà. Et donc, ça a duré combien de temps, votre mission 7 jours. 7 jours. On est resté en Syrie 7 jours. Et avec le froid, avec le... c'est ça. La situation, pour nous c'est un devoir. C'est un devoir, effectivement. C'est un devoir, c'est une action humanitaire. Et je dirais, le Carroisson rouge, il est fait pour ça. Le Carroisson rouge, nos secouristes, ils sont faits pour ça. D'ailleurs, ils ont reçu des formations par rapport au séisme. Oui. Juste après le séisme de 2003, le Carroisson rouge, il s'est préparé. Et on doit se préparer. On doit se préparer, d'autant plus qu'on sait que nous sommes dans une ceinture qui est où nous ne sommes pas à l'abri. Maintenant, c'est avéré que l'Algérie, c'est un pays sismique, donc on doit se préparer. Et on doit se préparer davantage. Et l'avantage avec le Croissant Rouge aussi, non seulement c'est un organisme qui forme donc, les bénévoles du Croissant Rouge, mais il est ouvert à tous les autres bénévoles. Donc il y a toujours des petites formations cycliques comme ça autour des premiers secours. Les premiers secours, c'est ouvert pour tout le monde, c'est pour le large public. D'ailleurs, je lance un appel pour le peuple algérien de se rapprocher des comités locaux du Carroisson rouge pour se former en secourisme. Parce que sauver une vie, c'est quelque chose de grandiose. Oui. Voilà. Et c'était une émotion particulière hein, sur place. Oui. Voilà. Et donc c'est une équipe, c'est la première fois qu'elle participe à ce genre d'aide, de manifestation, de catastrophe aussi. Parmi l'équipe, il y a des gens qui ont participé au séisme de 2003 et au feu de forêt de Tizi Ouzou. Et parmi l'équipe, il y a des gens qui ont participé même aux inondations de Wardaïa. Oui. Donc une grande expérience. Une grande expérience. Voilà. Et puis c'est vrai que les tremblements de terre, donc avec les débris, il faut dire c'est du béton, et donc ça devient peut-être un peu plus difficile parce que là, non seulement on doit sauver des vies, mais ne pas aussi enfoncer, parce que là il faut être très minutieux dans le travail. Tout d'abord, il faut penser à soi-même. On le dit, c'est ce qu'on dit toujours. Un secouriste, il doit être égoïste. Oui. Tout d'abord, je dois penser à ma protection. Avant de penser à protéger les autres, je dois me protéger. Je dois me protéger. Et c'est ce qu'ils ont fait, nos secouristes. Oui. Franchement, ils se sont protégés. Et c'est pour ça, la preuve est là. On est rentré en Algérie sans aucune blessure, sans aucune même égratignure. Donc on va dire c'est une équipe formée et forgée. On va dire c'est une mission 100% réussie alors. Je peux dire que c'est une mission qui est réussie à plus de 100%. Pourquoi? Parce que on a su rendre la joie même une douleur, une grande douleur, mais les gens, aux côtés des Algériens, ils
Ils ont presque oublié, leur tristesse. Oui. Voilà. C'est normal. Là, c'est quand même une grosse catastrophe hein, qui a touché nos frères et nos amis, les Syriens et les Turcs. Pour votre information, on était les premiers à se poser à l'aéroport de Halab. C'est vrai. Donc ça aussi, c'est quelque chose de bien pour l'Algérie. Oui. Pour notre Algérie. De toute façon, l'Algérie, ça a toujours fait partie de ses positions. Hein, oui, exactement. N'est-ce pas? Ça a toujours fait partie de ses positions de soutenir toute population qui a besoin d'aide, effectivement. Même qu'ils ont un peuple extraordinaire. Moi, je dirais, en Syrie, il y a un peuple extraordinaire. Effectivement. Ils nous ont accueillis, ils nous ont adoptés, ils nous ont fait plein de choses. Voilà. Même des membres de la famille. Voilà. On y devenait les membres de leur famille. Oui. En tout cas, bravo pour ce que vous avez fait, bravo pour tout ce que vous avez fait, ce que vous faites et ce que vous allez faire. C'est notre devoir. Aussi. En tout cas, yatikum saha. Merci. Et alhamdulillah, ala salamatikum, comme on dit. Merci, madame. Voilà, merci beaucoup à vous. Je rappelle, monsieur Boutalbi Rachid, vous êtes chef de mission donc, de l'équipe du Croissant Rouge qui s'est rendue en Syrie. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Et encore une fois, alhamdulillah, ala salamatikum. Merci, et cette fois-ci, nous allons donc du côté donc en compagnie de Sophia Chouban, elle nous fait découvrir les miniatures. La vie sociale est des images rehaussées de décors très étudiés. La miniature et l'enluminure a vu d'innombrables autodidactes passionnés de cet art présenter des œuvres à de grandes expositions et de festivals internationaux qui se sont tenus en Algérie,
Leur dimension poétique et mystique appose son cachet pour perpétuer ses œuvres magistrales et intemporelles. Et voilà, de retour sur le plateau, cette fois-ci, notre ami Djawdet Gessouma est parmi nous. Bonjour Djawdet. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça se fait passe plaisir. bien? Oui, bien sûr. Ah bah, plaisir partagé. Aujourd'hui, on revient sur un enrichissement, on va dire, du monde de la culture. Voilà, oui, ces jours-ci, donc il y a beaucoup d'initiatives au niveau de la culture et des arts. Donc là, il y a donc l'institution d'un prix qui s'appelle Cadet de la culture. Donc je pense que c'est Ashbal Taqafa. Avec cette année un prix, la première édition de ce prix sera consacrée donc à l'écrivain Malek Haddad. Et alors justement, Djawdet, pardon, là on parle donc de l'institution d'un prix cadet de la culture. De la culture. Voilà. Donc quand on parle comme ça, prix de la culture, on entend parler de plusieurs facettes de la culture, pas seulement que les œuvres littéraires finalement. Oui, non, il y a eu un petit malentendu sur le fait que ça soit sur Malek Haddad, mais c'est sûr, chaque année il y aura, donc c'est un prix pluridisciplinaire, donc on va parler de poésie, de littérature, de romans, de théâtre, de production en plastique, pour les moins de 17 ans et les plus moins de 17 ans, moins de 16 ans, au plus de 7 ans, c'est-à-dire il faut avoir minimum 7 ans et au maximum 16 ans et demi, 17 ans pour intégrer ce prix. Donc vous pouvez faire de la peinture, du roman, de la poésie, pièces de théâtre, même des pièces musicales. Et c'est même autorisé de faire, par exemple, une pièce musicale ou une pièce de théâtre à plusieurs et postuler pour ce prix. Donc, c'est initié par le ministère de la Culture et des Arts. Et donc, voilà, donc vous pouvez déposer vos travaux à partir du 15 mars. Et donc, le prix sera donné, remis. Il y a 3 prix, à vrai dire, 3 catégories, 3 prix. Donc, le premier prix, il est de 150 000 dinars, le deuxième prix est de 100 000 dinars et le troisième prix est de 70 000 dinars, ce qui est, pour des jeunes quand même créateurs, très intéressant et encourageant. Donc, voilà, donc, ce prix, cette année, est dédié à l'écrivain Malek Haddad. Et donc, justement, j'ai un peu profité de ça pour un peu parler de Malek Haddad, qui est un écrivain vraiment fulgurant et qui reste vraiment à noter la ressemblance avec Sidi Ahmed Dagoumi, c'est incroyable, l'élégance. Donc, c'est bien Malek Haddad. Je me disais la même chose. Ne vous en faites pas, c'est bien Malek Haddad. C'est bien Malek Haddad. Voilà, et donc Malek Haddad est un écrivain qui reste vraiment à redécouvrir. Parce que je pense qu'on ne lui a pas donné la justice qu'il faut, c'est-à-dire qu'on ne lui a pas rendu justice par rapport à l'œuvre, parce que c'est vraiment un intellectuel fabuleux qui a beaucoup produit du sens. Et son œuvre est une œuvre majeure, même s'il a fait à peu près 7 romans, dont plusieurs inachevés. Il a une œuvre quand même inachevée. C'est un artiste pluridisciplinaire lui-même. J'ai fait d'ailleurs le lapsus de dire que c'est un artiste, ce qui est authentique d'ailleurs. Et donc il est né en 1925, le 5 juillet 1927 plutôt, à Constantine, d'un père qui est lui-même instituteur, donc Slimane Haddad. Et il va s'inscrire donc à l'université d'Aix-en-Provence, l'université Paul Cézanne, qu'il va quitter. Il fait des études de droit et il va quitter cette université en 1954. Il va rejoindre la Camargue pour être ouvrier agricole. Avec qui?
avec Katb Yassine. Donc voilà, il commence à écrire dès 56 le Malheur en danger, qui est un recueil de poésie. Ensuite, en 58, La dernière impression, qui est un roman. En 59, et ensuite c'est repris en 78, Je t'offrirai une gazelle. En 60, L'élève et la leçon. En 61, Le quai aux fleurs ne répond plus. En 61, toujours, Les zéros tournent en rond, qui est un essai. En 61, toujours, il écrit Écoute et je t'appelle, un recueil de poèmes. Et en 1967, il produit un album de photos, tout simplement, un livre de photos, produit avec le ministère de l'Information. Donc, il a aussi quelques manuscrits inachevés, mais là, je voulais évoquer un peu l'œuvre de Malik Haddad à travers deux romans majeurs qui sont Le quai aux fleurs ne répond plus. C'est vraiment les pérégrinations d'un écrivain qui revoit ou qui recontacte ou qui est recontacté par un couple de Français qu'il connaît. Et en même temps, il va se passer plein de choses. Et Malik Haddad a une langue fabuleuse. Il va transcrire toutes ces relations algéro-françaises avec l'impossible réconciliation. C'est une histoire un peu sensuelle, un peu dramatique, où il va coller plein de chassés croisés, amoureux et autres, amicaux, tout ça, mais il y a cette impossible réconciliation. Et Malik Haddad était très fort dans l'écriture du compromis avec la destinée, dans la mélancolie, il est farouchement intellectuel, c'est-à-dire qu'il a toujours une vision intellectuelle des choses. Et dans Le quai aux fleurs ne répond plus, sous le couvert d'une histoire comme ça qui peut être triviale, qui peut être juste une histoire d'un couple et d'un bonhomme, d'un écrivain algérien qui est entre guillemets exilé, mais l'exil, Malik Haddad disait souvent que la langue, à chaque fois qu'il y avait une personne qui avait le bac ou qui apprenait le français, c'était un Français en devenir, ce n'était pas... Donc il disait qu'il était exilé dans cette langue, il a toujours voulu maîtriser cette langue arabe qui lui échappait quelque part, et il a toujours eu cette blessure. Il a arrêté d'ailleurs sa carrière littéraire très tôt, et il est l'écrivain, entre guillemets, qui du renoncement, il n'a pas lui-même renoncé, mais il traduit très bien le renoncement face à une destinée qui est impossible, avec des choses qui sont impossibles à régler, des blessures qui ne se cicatrisent pas. Et c'est vraiment l'excellence de son travail, elle est vraiment ancrée dans cette sorte de mélancolie. Il y a du Rimbaud, il y a du Verlaine, il y a du Baudelaire dans son œuvre, il y a du spleen, comme on dit. La mélancolie, si chantée par Baudelaire, lui, il a vraiment cette force d'écriture, cette force d'évocation, surtout dans, par exemple, aussi, Je t'offrirai une gazelle, qui est vraiment une de ses œuvres majeures, où il parle de Moulay dans le sud algérien, dans le Sahara, dans le maximum de la beauté, de l'esthétique, qui va offrir une gazelle à Yaminata. Et donc là, après, on va deviner que ce n'est pas ça le fondement de cette œuvre. C'est un écrivain qui est dans le doute, dans l'incertitude, dans l'inachevé, justement, avec des rapports où il y a des rapports artificiels, où l'écrivain, encore une fois, aura juste un ami dans un bar, dans un troquet, on ne parle même pas de bar, c'est-à-dire c'est toujours décalé, c'est jamais des rapports entre les gens qui sont dans une situation entre guillemets normale. Donc lui, il est toujours en décalage, et c'est vraiment, Malik Haddad devient donc lui-même un corpus vraiment de l'écriture un peu mélancolique, qui pose des questions, qui pose ses interrogations. Et donc c'est assez intéressant. Moi, je pense que vraiment, il devrait être entre guillemets pas réhabilité, mais on devrait s'intéresser encore plus à son œuvre, parce qu'elle est vraiment l'évocation d'une époque pertinente. C'est après ce passage entre la lutte
la lutte armée, le désir d'indépendance et justement après le questionnement entre les rapports avec justement, de toute façon France-Algérie c'est vraiment un rapport je t'aime moi non plus, donc lui il a vraiment à travers l'écriture et l'esthétique de la littérature, il maîtrise la langue à merveille et une écriture simple, sobre mais d'une pertinence absolue. Et donc, vraiment à redécouvrir à tout prix. L'élève et la leçon, d'ailleurs, l'élève et la leçon est aussi un questionnement sur un médecin qui a une fille, qui a un enfant illégitime. Et il y a tout un questionnement sur justement cette situation. La mort, la vie, vraiment il est dans la tragédie grecque, dans sa perfection. Alors justement, Jawdet, par rapport à toutes ces œuvres donc de Malek Haddad qui poussent aujourd'hui au questionnement et vraiment à voir au-delà de la réalité. Il était bien en avance sur son temps. Parce effectivement. Et justement, ces œuvres ont fait quand même objet de plusieurs thèses, ont fait objet de plusieurs études, de plusieurs séminaires, de plusieurs rencontres aussi. Mais on parle encore une fois d'œuvres qui sont achevées. Qu'en est-il des œuvres inachevées? Parce que ça reste quand même un volet très intéressant et très important à étudier et à mettre en valeur aussi. Là, je pense que ça appartient aux chercheurs. D'aller peut-être avec sa famille, parce que je pense qu'il y a très peu d'archives sur les œuvres inachevées. Donc là, vraiment, ça appartient au domaine de la recherche. C'est l'œuvre inachevée, c'est extraordinaire parce que même dans ces œuvres achevées, il parle justement de cette incapacité à réaliser des choses. Donc même, c'est incroyable cette destinée qu'a Malek Haddad, qui nous a quittés en 78 suite à une maladie. Et son parcours de vie lui-même a été, entre guillemets, une évocation justement de l'inachèvement, de l'inachevé et de l'incapacité de la réparation. Et donc, cette histoire coloniale, je pense, a beaucoup, il a vécu vraiment cette chose-là d'une manière très très puissante, et toute son œuvre a été portée par justement ce questionnement sur la cicatrisation qui ne peut pas se faire. D'ailleurs, il y a une très belle citation de lui dans l'élève ou la leçon, qui est aussi une de ses œuvres vraiment majeures, où il dit: à l'orée de l'automne, je me trouve sans joie et sans aucune raison d'en avoir. D'ailleurs, je me méfie des gens heureux, je ne les envie pas, je m'en méfie. Ils m'inquiètent, j'ai toujours l'impression que leur optimisme côtoie l'ignorance ou le blasphème. Dans l'élève ou la leçon. Donc vraiment cette notion baudelairienne, ou même un peu entre Verlaine et Rimbaldienne, quoi. C'est très 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 intéressant à découvrir, parce que sa mélancolie et son spleen ont été le résultat de tout un vécu qu'il a réussi à transcrire, à sublimer dans l'écriture. Et l'inachèvement, justement, serait vraiment une des problématiques. Et je pense que les chercheurs se sont penchés sur le cas, si vous voulez, Malek Haddad, parce qu'il est vraiment représentatif un peu de ce doute, de ces incertitudes, et après de cette sublimation par la production quand même d'œuvres qui restent dans l'histoire de la littérature algérienne et universelle, très très intéressante. Alors il faut dire que Malek Haddad fait partie de cette génération qui ont on va dire, constitué les piliers de la littérature algérienne, hein, donc à côté de Kateb Yassine, de ça serait comme un Kateb Yassine, mais en plus poli, dans son écriture, il est un peu plus poétique, mais il est très subversif dans son expression, c'est-à-dire qu'il prend beaucoup de... Oui, c'est un écrivain de la littérature algérienne qui est majeur, parce qu'à son époque, il avait soulevé des tabous, dans tous ses livres, il y a toujours un cheminement, il y a toujours une envie d'être, une envie de régler la question, une envie de se réaliser.
mais le destin veut autre chose. Oui, oui, c'est un écrivain, effectivement, qui fait partie d'une génération voilà, en fait, qui aujourd'hui... ma question, c'était justement, il fait partie de cette génération qui ont constitué, il faut le dire, le pilier de la littérature algérienne. Et c'est vrai qu'ils nous ont légué beaucoup, beaucoup d'écrits et qui parlent un petit peu de ce passage donc, de la période coloniale à l'indépendance, un petit peu de toutes ces cicatrices. Donc, on retrouve pratiquement ces thématiques chez cette génération, notamment chez Mohamed Dib aussi. Mais qu'est-ce qui fait finalement la particularité de Malik Haddad par rapport à tous les écrivains de son époque? Malik Haddad je l'ai dit au début, c'est qu'il avait une intellectualité, vraiment une subtilité il n'avait pas à le revendiquer. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot subversif. Parce que justement, il a utilisé des canons d'écriture ou une stylistique d'écriture qui met toujours les choses dans une situation toujours en décalage. Et Malik Haddad n'a pas revendiqué clairement l'identité algérienne ou le fait qu'on soit dans la tradition. Il a toujours démarré de très haut, entre guillemets, son écriture, son sens de la dramaturgie. Donc c'est une esthétique de l'écriture assez vraiment gracieuse. très fine, Gracieuse. très gracieuse, oui. C'est-à-dire qu'il était, je disais, policé, mais pas hypocrite. C'est-à-dire qu'il avait un sens de l'intellectualité. Lui, il était sur un autre niveau de choses. Il n'était pas là pour revendiquer une identité algérienne ou la tradition ou le retour, si vous voulez, après l'indépendance d'une identité. Lui, il sait qu'il est algérien et il n'a pas besoin de le prouver. C'est très important parce que toute cette écriture a toujours été marquée par une appartenance, si vous voulez, à l'identité algérienne. C'est une sorte de retour, de réaction à toute cette, à 132 ans quand même de nuit obscure. Là, lui, il était sur l'esthétique pure. Et donc, ces douleurs, ces blessures, toutes ces cicatrices qui n'ont jamais pu c'est une paix impossible en réalité. Oui. Et c'était toujours dans un univers très, très esthétique, très bien écrit, très poétique. Donc voilà, c'est un peu ça qui fait sa différence avec les autres écrivains un peu de sa génération. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on verrait peut-être Malik Haddad avec un regard beaucoup plus subtil, beaucoup plus intellectuel, et on comprendrait probablement mieux aujourd'hui Malik Haddad qu'avant. Et vraiment, je suis heureux qu'on ait mis un prix qu'il soit dédié la première fois, parce que ça nous permet de revenir un peu sur son œuvre, qui est très, très, très puissante, très intéressante. Et accessible aujourd'hui. Accessible, oui, la langue. Il a une langue qui est très sobre, très fluide, et donc et des situations claires et nettes. Mais le tout dans une dramaturgie totale qui est vraiment formidable parce qu'il mène bien ses personnages et tout ça. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, on rappelle que le prix est instauré, donc c'est le voilà, prix, c'est le prix cadet de la culture dédié cette année. Donc, vous pouvez déposer d'ores et déjà vos travaux jusqu'au 15 mars au Palais de la Culture et les gens vous recevront avec plaisir. Merci et puis après, ça sera le 16 avril, la remise de ce prix. Merci dédié beaucoup. à l'écrivain Malik Haddad. Merci beaucoup, David, encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une autre thématique. Et cette fois-ci, pause musicale, ce sera en compagnie du groupe Zer qui nous interprète une très très belle reprise. Donc, Lillahi Ahli Adrouni. On se retrouve juste après.
de retour et cette fois-ci, Mariam, parlez-nous. Oui, je suis tellement contente de te retrouver. Je suis tellement contente de te retrouver. Moi de même. Ça va, Mariam? Ça va. Ça se passe bien? Très bien, je te remercie. Toi aussi, tu étais toute étonnée de me voir. Bah oui, je t'ai dit bonjour, puis je dis, ah, c'est toi? Ah, c'est moi. Eh bien, c'est moi. En tout cas, ravie d'être avec toi, Noah. Et on informe aussi nos téléspectateurs qu'on te retrouvera demain pour manger l'Algérie. Voilà, à partir de 8h. À partir de 8h. Inch'Allah. Mais sinon, aujourd'hui, tu vas nous faire découvrir une très, très jolie plante. Tu nous as d'ailleurs orné le plateau. Bah oui, écoute, aujourd'hui, je partage donc avec vous les calancoés. Ça sent bon? Non, ça sent pas bon. Ça sent pas. Non, ça sent pas. Non, c'est pas que ça sent pas bon. Oui, d'accord, tu as raison. Parce que ça sent pas bon, on va s'imaginer que c'est pas agréable. En fait, non, c'est pas une fleur odorante. Hein. C'est plutôt une fleur qui va fleurir une longue période. Ah. Et l'intérêt, pourquoi j'aime cette plante? Parce qu'en fait, c'est vraiment la plante d'intérieur la plus facile à cultiver, à entretenir. Et en tu vois, même si tu ne savais pas que c'était moi aujourd'hui, ton subconscient va faire que tu vas nous présenter quelque chose de très facile à entretenir parce que tu sais que j'ai pas la main. Oui, je sais. Je ne sais pas comment, tu as vu ça? Je crois que j'ai senti que c'était toi. C'est pour ça que je les ai ramenés spécialement pour toi. Alors ça, c'est vraiment pour les gens qui démarrent, pour les gens qui aiment les fleurs. Parce qu'on sait très bien que les fleurs en intérieur, généralement, c'est très compliqué, c'est délicat, c'est beaucoup d'entretien. Et il faut vraiment, on va dire, être assez expérimenté pour pouvoir entretenir les plantes en intérieur. C'est très fragile, c'est très capricieux, les plantes. C'est capricieux, effectivement, parce qu'il faut le taux de soleil, il faut que l'air ne soit ni trop sec, ni trop humide. Il y a vraiment beaucoup de conditions qu'il faut respecter et généralement c'est avec l'expérience, c'est avec le temps qu'on finit par acquérir donc on va dire tous ces petits détails qui font qu'après on peut avoir de belles plantes à la maison. Donc elle c'est vraiment l'amie des novices. D'accord. Donc, c'est une plante qui va fleurir aussi, donc qui va vraiment nous donner des couleurs, d'où l'intérêt des calancoés. C'est ce que j'allais te dire, donc c'est très intéressant parce qu'on a quand même des couleurs différentes. Donc vraiment, il y a, déjà à l'origine, il y a 155 variétés de calancoé. Donc ça va de la plus petite comme ça jusqu'à légèrement buissonnante, mais ça ne dépassera pas les 50 cm de haut. Donc voilà, ça c'est vraiment les plus grandes. Donc l'intérêt c'est qu'elles sont petites, c'est qu'elles fleurissent et que la floraison reste aussi longtemps. Ce n'est pas des fleurs qui vont fleurir 2-3 jours, par exemple comme les roses, au bout de quelques jours ça fane assez rapidement. Et ce qui est joli, c'est qu'elles vont vraiment s'étaler, leur floraison va s'étaler sur une quinzaine de jours à 3 semaines. Et ce qui est joli aussi, c'est que même quand elles sont fanées, elles gardent un petit peu une couleur un peu plus foncée. Et en fait, elles peuvent rester comme ça sur la plante pendant encore plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Je t'amène voir toutes les couleurs des calancoés? Avec plaisir, c'est vraiment pas de refus. Là. Alors viens, tu vas voir, on va se régaler. Franchement, les couleurs sont magnifiques. Et surtout, alors on remercie le caméraman parce que alors lui aussi, vraiment, il s'est régalé. Il s'est régalé. Il a eu, j'ai envie de dire, un tableau tout prêt. Exactement. Donc quand il est arrivé, il m'a dit c'est ça, je lui ai dit c'est ça. Il m'a dit bon, ça y est. Ça y est, c'est bon. Voilà. Tu peux aller faire un tour, tu peux aller te reposer. Allez, on va voir donc tout ça en images et on se retrouve juste après. De la famille des Crassulaceae, les calancoés sont des plantes à fleurs originaires de Madagascar. Très appréciées pour leur floraison colorée, elles font partie d'une famille de 155 espèces. La plupart des calancoés sont des plantes herbacées ou buissonnantes, de taille moyenne et généralement pérennes. Ce qui a fait le succès de cette plante, c'est d'abord la palette de couleurs qu'elle offre. Les fleurs peuvent être simples ou doubles. Et la floraison s'étend sur une longue période allant de 15 jours à 3 semaines. Sans oublier, une de ses grandes qualités, c'est sa robustesse, sa facilité d'entretien et sa résistance au manque d'eau. Les calancoés s'adaptent aussi bien à la vie extérieure qu'en appartement et sa multiplication reste très simple et facile, à la portée de tout amateur de plantes. Alors, si vous vous lancez dans l'aventure de fleurir votre appartement, commencez avec les calancoés, ça sera un véritable moment de plaisir et de satisfaction personnelle
et visuel. Évocateur de printemps, hein, finalement, Mariam. Oui, oui, j'ai ramené le printemps avant l'heure. Ah, tu as ramené le printemps avant l'heure, effectivement. En fait, Mariam, là, je vois un peu de plus près, je remarque que les feuilles, elles sont un peu plus épaisses. C'est normal? C'est normal. Qu'est-ce qui oui, fait parce que c'est une particularité? C'est une particularité, en fait, c'est des plantes grasses. Pourquoi je t'avais dit qu'elles étaient très faciles à donc l'arrosage, voilà, effectivement. On ne devrait pas trop s'inquiéter. Non, on ne va pas être là à trouver on va dire le bon dosage ou alors les jours précis. On aura juste à toucher. Même si on a oublié pendant 2 jours ou 3 jours d'arroser, il n'y a aucun risque pour la plante. Elle continuera à vivre tranquillement, même si elle souffre un petit peu de manque d'eau. D'accord. Voilà, c'est ça qui est sympa. Ça, c'est très intéressant. Voilà. Pour les gens qui ont tendance à oublier, ça arrive. Hein. Ça nous arrive assez souvent. Bien sûr que ça arrive. Voilà. Mais sinon, ça fleurit combien de fois par an? Alors, ça fleurit généralement 2 fois par an. Donc là, ça va être le printemps, ça a commencé. Là, ça a commencé un peu plus tôt, bien que j'en ai une sur ma terrasse. Donc, elle a vraiment passé l'hiver, bon, bien que notre hiver n'a pas été très rude. Oui, c'est vrai. Il faut le dire. Mais quand même. Donc, elle a déjà commencé à fleurir. Donc, elles sont vraiment, pour moi, elles sont on va dire, à égalité entre les plantes qui sont sous serre et celles qui sont en extérieur, puisqu'elles ont commencé aussi à fleurir. Voilà. Donc 2 fois les par novices, vous auriez tout compris. Exactement. N'est-ce pas? Comme moi, d'ailleurs. Les calanchoés. Donc, ce sera pour les calanchoés. Comme tu as bien pu le voir, Nour, il y a vraiment une belle panoplie de couleurs. Donc, tu as vu tous les dégradés de rouge, de rose, de jaune, orangé. C'est vraiment un festival. Donc, on peut faire comme ça une belle petite composition. Composition, effectivement. Voilà. Que ça soit sur la À quel terrasse. moment on peut faire la composition Maintenant, donc mois de mars, ça va être idéal parce que le temps va se radoucir si on veut le mettre en extérieur ou si on veut mettre ça dans un salon ou à la maison. L'essentiel que ça soit qu'il y ait un point de lumière. Par contre, ça, c'est vraiment la condition, on va dire, pour pratiquement toutes les plantes. Hein. Donc, les mettre vraiment devant une source de lumière. De toute façon, on n'a pas à se plaindre. Nous sommes un pays très gâté par le soleil, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Mariam, pour cette belle découverte. Encore une fois. Voilà. Écoute, laquelle? Je t'en offrirai une. C'est vrai? Je te laisserai le choix des couleurs. Alors, vas-y. Je vais prendre... Allez. Orange. Parfait, d'accord. Orange. Allez, elle est pour toi. Et je reviendrai vérifier que dans une quinzaine de jours, dans quel état elle sera. Belle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mariam. Mariam, on se retrouve demain à partir de 8h, Inch'Allah, avec plaisir. pour l'émission de Bonjour d'Algérie. On profitera quand même d'occasion pour souhaiter un propre rétablissement à notre ami Radia Boulmahali. Mais sinon, c'était qui l'artiste qui t'a fait le... Eh bien, c'est Fares. Ah, Fares. Voilà. C'est pas étonnant. Il s'en est donné à 15 jours. Fares, c'est pas étonnant, j'imagine. En tout cas, c'était de très, très, très belles images. Hein, super, je suis contente. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Mariam. Allez, à demain et à tout à l'heure déjà. Merci. Voilà. Puis à demain. Allez, cette fois-ci, ça va être pause musicale en compagnie du regretté qui nous a quittés il y a quelques jours, la Saleh Hadi Rajab, et on se retrouve juste après, justement, pour revenir sur son
Et voilà, ça va être un hommage ce matin à Hadi El Djeb. Nous en parlons en compagnie de notre invité, M. Ben Dahmech. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Merci bien. Monsieur Ben Dahmech, vous êtes toujours là justement pour rendre hommage aux artistes, pour revenir sur leur parcours. Bien sûr. Vous avez quand même écouté avec plaisir tout à l'heure quand vous avez évoqué, quand Djawdat, mon ami, a évoqué Malik Haddad. Malik Haddad, c'est un monsieur exceptionnel. Malheureusement, on ne lui a pas donné beaucoup de dimensions jusqu'à aujourd'hui, depuis 1978 qu'il est mort, Allah yarhamou. Et je me souviens d'une chose, c'est qu'il a créé la revue Promesse. Oui. La revue Promesse, et il a consacré un numéro qui s'appelle numéro 4 de la revue Promesse, quand il était directeur de la culture des arts populaires au ministère de l'Information et de la Culture à l'époque, en 69-70. Et puis il a créé ce numéro 4 consacré à la littérature populaire. Voilà quelqu'un de formation francophone, foncièrement algérien, foncièrement culture algérienne, et qui crée une revue spéciale qui s'appelle la littérature populaire. Voilà, qui traite du Melhoun, etc. Bon, on revient à Hadi El Djeb. Voilà, Hadi El Djeb qui nous a quittés il y a quelques jours, Allah yarhamou saleh. Alors, fin janvier, 28 janvier 2023. Alors, vous l'avez côtoyé? Quand vous avez côtoyé beaucoup d'autres artistes d'ailleurs? Pendant des années, je l'ai connu, je l'ai très bien connu, sa famille aussi. Mais il y a beaucoup de gens qui se trompent, qui disent, voilà, il était âgé de 9 ans, il était âgé de 17 ans lorsqu'il est... Même pas 14 ans, moi j'avais annoncé 14 ans. Il avait 17 ans quand il est rentré, quand il a fait partie de la troupe artistique du FLN, qui était de passage à Al-Kef, parce que lui, il est originaire de Tunisie, de Al-Kef précisément, et il est né le 15 février 1941 exactement. Et il rencontre la troupe artistique du FLN en Tunisie, à Al-Kef précisément, en 1958. Donc il faut faire le calcul, on trouve 17 ans. Et puis il était subjugué par cette troupe artistique, par les personnalités qui en fait partie, parce qu'elle a été créée pour dire la cause algérienne à travers le monde à l'époque. Et la Tunisie avait ouvert ses bras pour cette troupe artistique, comme beaucoup de choses d'ailleurs, en plus de cette action culturelle artistique qui était, en plus du football aussi, qui était basée à Tunis à l'époque. Cette troupe était basée à Tunis, elle était dirigée par Mustafa Khatib, et il y avait la partie musicale, la partie théâtrale, la partie folklorique, tout se mélangeait à l'époque pour dire l'identité algérienne, pour dire la question nationale, la cause nationale à travers le monde. Et ils ont bien réussi puisque le drapeau algérien était hissé un peu partout là où ils allaient. Je cite uniquement Moscou, je cite Pékin, je cite le Caire, je cite tous les pays comme ça qu'ils ont traversé. Je cite également la Yougoslavie de l'époque et puis tant d'autres capitales. Et la Tunisie était un terrain favorable de préparation, de diffusion et aussi de lancement de cette troupe artistique du FLN. L'Hadi Boulifa, il s'appelle Boulifa L'Hadi Barjab, c'est son nom, 15 février 1941 exactement à Al-Kef, et il commence. Quand il fait partie de la troupe artistique du FLN, ils ont fait des tournées au niveau du territoire tunisien de l'époque. Et c'est comme ça que Ahmed Wahbi lui compose une chanson qui s'intitule Ba'dak ya Ummi, Ba'dak ya Ummi Hayyarni. Il disait ton éloignement, ma mère, me tourmente. Et c'est à partir de là que sa voix commence à se réaliser au niveau de la troupe artistique du FLN. La composition, plutôt le texte, était de Mohamed Bouzidi. Voilà comment qu'il a commencé. Et puis après, il est pris en charge par Mustafa Sahnoun, qui faisait partie aussi de la troupe artistique du FLN, et aussi par Mustafa Toumi. Et à eux deux, il lui compose plusieurs chansons, dont Qalbi ya Bladi la Nansak. Et ça, c'est devenu un hymne, un cri de l'Algérien en direction de l'Algérie, tout simplement. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est reprise par beaucoup de monde, par beaucoup de chanteurs, par lui-même, déjà, quand on lui rend
plusieurs hommages. Je me souviens de Constantine en 2005, je me souviens d'il y a quelques semaines déjà. C'était en novembre 2022 à l'Opéra. Nous leur avons, le ministère de la Culture et des Arts lui a rendu un hommage avec les membres de la troupe artistique du FLN qui vivent jusqu'à maintenant, il y a une bonne dizaine, et ils sont tous venus et nous leur avons rendu un hommage. Hader Djeb faisait partie, Allah yarhamou, il était tout heureux. Il avait quelque chose comme ça, un pincement de cœur, il n'était pas de nationalité algérienne. Par rapport à sa nationalité, il le disait tout le temps. Heureusement que le président de la République a tout de suite réparé cette préoccupation qui a été dite comme ça au grand jour par sa veuve, qu'on salue ce matin. Et puis voilà. Donc, et après l'indépendance, il chante l'Algérie. Elfin salam ou Elfin tahiyya, que lui offre Saïd Sayah, qui était aussi avec lui à la troupe artistique du FNN. Et puis ensuite, il rejoint la chorale, il rejoint plus tard le monde artistique algérien et il fait partie des grandes tournées artistiques avec le monde de la musique. Ahmed Wahbi, Rabah Driassa, Selwa, Nora, Amari, tous ces gens-là, Al-Ghazi, Mohamed Rajdi, toute de la génération effectivement qui ont marqué. Constellation de grandes stars de la chanson algérienne, lui faisait partie. Et il rencontre un ami, Allah yarhamou aussi, qui vient de nous quitter, Mohamed Angar. Mohamed Angar qui lui écrit أول حب والحب الثاني ضاعوا من يدي كالمنام. Mon premier amour, mon second également, se sont faufilés entre mes doigts comme un rêve. Voilà, ça c'était Mohamed Angar. Et avec ça, il a fait un succès immense aussi. Le Hader Djeb, je me souviens, à travers tout le territoire national. Il a sillonné aussi plusieurs pays avec les musiques, avec les ensembles artistiques qui partaient en tournée à travers le monde. Lui, il faisait partie au Liban, en Syrie, au Caire, en France aussi, dans tous les pays. Là où était le drapeau algérien, lui, il était. Voilà. Comme quoi. Et il a fait aussi partie du mouvement de libération durant la guerre de libération. Mais la troupe artistique elle-même, oui. Ils étaient tous des moudjahids, ils étaient tous des militants de la cause nationale. La Tunisie, à l'époque, a eu l'idée de leur donner la nationalité tunisienne. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qui ont pu se déplacer à travers le monde en qualité de Tunisiens. Oui. Et lui, il était tunisien donc d'origine. Et puis c'est comme ça que cette symbiose s'est créée. Ils étaient tous militants de la cause nationale. Et c'est comme ça qu'il faut les considérer. D'ailleurs, pendant longtemps, ils n'étaient pas considérés comme ça. Mais aujourd'hui, on peut le dire, ils sont pleinement moudjahidines, pleinement, parce qu'ils ont tout abandonné. C'est comme les joueurs de football à l'époque qui ont constitué la glorieuse équipe de football qui a fait couler beaucoup d'encre à travers le monde. Donc ils ont bien laissé des carrières, ils ont bien laissé leur famille, ils ont bien laissé tout ça pour partir pendant plusieurs années écouter comme ça, à l'étranger. La voix de l'Algérie. Il faut le faire, voilà. Il faut le faire. Il y a une seule chose, une seule et unique chose, quand ils sont arrivés à Moscou, les Russes à l'époque faisaient des essais de la télévision. Ils sont passés en direct à la télévision à l'époque. C'était quelque chose de fabuleux puisque l'image de l'Algérie, l'image du drapeau algérien était dans les airs. C'était déjà important à cette époque-là. Effectivement. Et voilà, donc ça a été un hommage aujourd'hui à Hader Djeb, comme vous le dites si bien. Heureusement que les choses ont été rétablies par rapport à la nationalité algérienne. Il a toujours dit, d'ailleurs, il a tapé à toutes les portes, je me souviens bien. Et même il en est tombé malade à un moment donné. À un moment donné, tombé malade les années 2002, 2003. Il a bien souffert, mais seulement personne n'y pouvait rien. Les portes étaient fermées. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, donc il peut
il peut se reposer en paix parce qu'il avait souffert les dernières années. Mais en tout cas, il était tout heureux. Je me souviens bien, le mois de novembre dernier à l'Opéra, il était tout heureux comme ça de vivre après une idée du ministère de la Culture et des Arts qui lui a rendu un véritable hommage avec aussi les autres membres de la troupe, effectivement. Alors, M. Bodamach, nous arrivons à la fin de notre émission, mais sinon, voilà, vous m'avez annoncé une autre perte du monde artistique. Oui, le décès du grand Ma'allem, parce que c'est comme ça qu'on les appelle dans le Gnawi. Oui, dans le Gnawi, c'est le grand Ma'allem de Blida, il est originaire de Blida, Bahaz Mohamed, qui vient de nous quitter hier, je voudrais présenter les condoléances au nom du monde artistique à sa famille, à ses proches aussi. Ce monsieur avait un ami de toujours, c'est notre ami peintre Martinez Denis, qui était toujours avec lui, qui l'a toujours propulsé, aidé, encouragé. Et aujourd'hui, c'est à lui aussi qu'on présente les condoléances. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup, M. Bodamach, d'avoir été parmi nous ce matin. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Vous retrouverez Marie Moussaïd demain, Inch'Allah, à partir de 8h. Au revoir.